Bienvenue sur La Science pour dormir. C'est un plaisir de vous retrouver ici ce soir. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez en ce moment. Êtes-vous confortablement installé dans votre lit, dans le silence doux de votre chambre? Peut-être êtes-vous dans un fauteuil moelleux, une couverture sur les genoux, une tasse de tisane tiède entre les mains. Ou bien dans un train qui glisse doucement dans la nuit, bercé par le rythme régulier des rails. Où que vous soyez, j'espère que vous êtes à l'aise, en sécurité, et prêt à vous laisser emporter par une réflexion tranquille. Si vous appréciez ces explorations apaisantes et souhaitez en découvrir davantage, un petit like et un abonnement aident vraiment cette petite chaîne à continuer son chemin. Et à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci. Vraiment. Votre soutien compte énormément et me touche profondément. Maintenant, je vais faire de mon mieux pour ne pas rendre le sujet de ce soir si captivant qu'il vous empêche de dormir. Mais si c'est le cas, au moins vous comprendrez mieux pourquoi le temps semble avoir un début, pourquoi il coule toujours dans la même direction et pourquoi la question de son origine est peut-être la plus vertigineuse que l'humanité se soit jamais posée. Un petit prix à payer pour une nuit un peu moins reposante. Alors, commençons, voulez-vous? Qu'est-ce que le temps? Et d'où vient-il? Ces questions, si simples en apparence, nous mènent vers les confins de la physique, de la philosophie et de notre propre conscience. Le temps est partout autour de nous. Il rythme nos journées, sculpte nos souvenirs, emporte nos années. Nous le sentons passer, nous le mesurons, nous courons après lui. Et pourtant, le définir avec précision est presque impossible. Le temps est-il une rivière qui coule inexorablement vers l'avant? Est-il une dimension de l'espace? Une illusion de notre conscience? Ou quelque chose de bien plus étrange encore? Ce soir, nous allons explorer l'origine du temps. Non pas le temps tel qu'il apparaît sur nos horloges ou nos calendriers, mais le temps lui-même, en tant que dimension fondamentale de l'univers. Nous allons remonter jusqu'aux premiers instants de l'univers, là où le temps aurait pu commencer. Nous allons nous pencher sur ce moment extraordinaire qu'on appelle le Big Bang, où tout ce qui existe, l'espace, la matière, l'énergie et le temps lui-même, serait né dans une explosion d'une violence inimaginable. Mais avant d'en arriver là, prenez une grande respiration. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous porter doucement vers les mystères les plus profonds de notre réalité. Depuis l'aube de l'humanité, les êtres humains ont observé le temps. Ils ont vu le soleil se lever et se coucher, les saisons changer, les années passer. Les anciennes civilisations ont construit des calendriers, des cadrans solaires, des monuments alignés sur les mouvements des astres. Le temps était déjà, pour eux, une force mystérieuse et puissante, quelque chose qu'on ne pouvait ni arrêter ni inverser. Les philosophes grecs se sont interrogés sur la nature du temps. Héraclite disait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, soulignant ainsi l'écoulement constant et irréversible du temps. Parménide, au contraire, affirmait que le changement et le mouvement étaient des illusions, que seul l'être éternel et immuable existait vraiment. Aristote considérait le temps comme la mesure du mouvement, quelque chose d'indissociable du changement physique. Pendant des siècles, ces réflexions sont restées du domaine de la philosophie.
Mais au XXe siècle, tout a changé. La physique moderne a transformé notre compréhension du temps de manière radicale. Et cette révolution a commencé avec un homme dont le nom est devenu synonyme de génie, Albert Einstein. Au début du XXe siècle, la physique classique, celle de Newton, décrivait le temps comme une sorte de toile de fond absolue et universelle. Le temps s'écoulait de manière uniforme partout dans l'univers, indépendamment de ce qui s'y passait. Une seconde sur Terre était identique à une seconde sur Mars, sur Jupiter ou dans la galaxie la plus lointaine. C'était une vision rassurante, ordonnée, prévisible. Mais en 1905, Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte. Et avec elle, il a pulvérisé cette idée d'un temps absolu. Einstein a montré quelque chose de profondément étrange. Le temps n'est pas le même pour tout le monde. Il dépend de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Imaginez deux jumeaux. L'un reste sur Terre, l'autre monte dans un vaisseau spatial et voyage à une vitesse proche de celle de la lumière. Pour celui qui voyage, le temps s'écoule plus lentement. À son retour, il découvre que son jumeau resté sur Terre a vieilli bien plus que lui. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un défaut d'horloge, c'est la réalité physique. Le temps lui-même ralentit lorsque vous vous déplacez rapidement. Cette idée, appelée dilatation du temps, a été confirmée par d'innombrables expériences. Les horloges atomiques embarquées dans des avions ou des satellites montrent effectivement un décalage par rapport aux horloges restées au sol. Le temps n'est pas une constante universelle. Il est relatif. Mais Einstein n'en est pas resté là. 10 ans plus tard, en 1915, il a publié sa théorie de la relativité générale. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement de la vitesse, mais aussi de la gravité. Selon Einstein, la gravité n'est pas une force qui attire les objets les uns vers les autres, comme le pensait Newton. C'est une courbure de l'espace-temps lui-même. Imaginez une grande feuille de tissu élastique tendue dans l'air. Si vous placez une boule de bowling au centre, le tissu se déforme, créant une cuvette. Si vous faites rouler une bille à proximité, elle sera attirée vers la boule de bowling, non pas parce qu'une force invisible l'attire, mais parce que le tissu lui-même est courbé. C'est ce qui se passe avec l'espace-temps. Les objets massifs, comme les étoiles, les planètes, les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et cette courbure, c'est ce que nous appelons la gravité. Mais voici ce qui est encore plus troublant. La gravité affecte aussi le temps. Plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule lentement. Si vous vous tenez au pied d'une montagne, le temps pour vous s'écoule légèrement plus lentement que quelqu'un au sommet, parce que vous êtes plus proche du centre de la Terre, là où la gravité est plus intense. La différence est infime, quelques nanosecondes, mais elle est réelle. Les satellites GPS doivent d'ailleurs en tenir compte dans leurs calculs pour rester précis. Près d'un trou noir, un objet si massif que même la lumière ne peut s'en échapper, la dilatation du temps devient extrême. Si vous pouviez vous tenir juste au bord d'un trou noir et regarder l'univers autour de vous, vous verriez le temps extérieur s'accélérer de manière vertigineuse. Des millions d'années pourraient s'écouler dans l'univers en quelques heures pour vous. À l'inverse, pour un observateur extérieur, vous sembleriez figé, ralenti jusqu'à l'immobilité. Tout cela nous amène à une conclusion étrange et merveilleuse. Le temps n'est pas séparé de l'espace. Les deux sont entrelacés dans une structure unique qu'on appelle l'espace-temps.
Et cette structure peut être étirée, comprimée, courbée, déformée par la matière et l'énergie. Cette révolution dans notre compréhension du temps a ouvert la porte à une question encore plus profonde. Si le temps peut être déformé, ralenti, accéléré, alors peut-il avoir un début? Peut-il avoir une origine? Revenons maintenant au début. Non pas au début de votre journée, ni au début de votre vie, mais au début absolu, le commencement de tout. Ce moment, si l'on peut l'appeler ainsi, c'est le Big Bang. Le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace, comme on pourrait l'imaginer. C'est l'expansion de l'espace lui-même. Il y a environ 13 800 milliards d'années, tout ce qui existe aujourd'hui, toutes les galaxies, toutes les étoiles, tous les atomes, toute l'énergie, tout cela était concentré dans un point infiniment petit et infiniment dense. Un point qu'on appelle une singularité. À ce moment-là, les lois de la physique telles que nous les connaissons s'effondrent. La densité, la température, la pression étaient infinies. Et dans cet instant, quelque chose s'est produit. L'univers a commencé à s'étendre. Non pas d'un centre vers l'extérieur, mais partout à la fois. Chaque point de l'espace s'est mis à s'éloigner de tous les autres points. L'univers n'explosait pas dans l'espace. L'espace lui-même se déployait, se dilatait, créant de la place pour tout ce qui allait suivre. Et avec cette expansion, le temps lui-même est né. C'est une idée vertigineuse. Avant le Big Bang, il n'y avait pas de temps, pas de avant en fait, puisque le mot « avant » n'a de sens que s'il y a du temps pour le mesurer. Le Big Bang, c'est le moment où le temps lui-même a commencé à exister. Essayons de visualiser cela. Imaginez que le temps est comme une route. Vous pouvez remonter cette route, revenir en arrière, voyager vers le passé, mais à un certain moment, la route s'arrête. Il n'y a plus rien au-delà, pas de route, pas de paysage, pas même de vide. Le Big Bang, c'est le début de cette route. Demander ce qui existait avant le Big Bang, c'est un peu comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. La question elle-même n'a pas de sens, parce qu'au-delà du pôle Nord, il n'y a plus de Nord. Cette théorie du Big Bang est devenue le modèle standard de la cosmologie moderne. Elle repose sur plusieurs piliers solides. D'abord, l'expansion de l'univers. Dans les années 1920, l'astronome américain Edwin Hubble a découvert que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous. Plus elles étaient loin, plus elles s'éloignaient vite. Cela signifiait que l'univers était en expansion, et si l'univers s'agrandit aujourd'hui, alors il devait être plus petit dans le passé. En remontant suffisamment loin dans le temps, on arrive à un point où tout était concentré dans un seul endroit. Ensuite, il y a le fond diffus cosmologique. C'est un rayonnement très faible qui baigne tout l'univers. Il a été découvert par hasard en 1965 par deux ingénieurs, Arno Penzias et William Wilson, qui cherchaient à éliminer un bruit parasite dans leur antenne. Ce qu'ils avaient découvert sans le savoir, c'était l'écho du Big Bang lui-même. Ce rayonnement est la lumière émise environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers était devenu suffisamment froid pour que les atomes se forment et que la lumière puisse enfin voyager librement. C'est comme une photographie fossile de l'univers primordial, une trace du passé gravée dans la structure même du cosmos. Enfin,
il y a l'abondance des éléments légers. Les calculs montrent que dans les premières minutes après le Big Bang, l'univers était assez chaud pour que des réactions nucléaires se produisent, créant de l'hydrogène, de l'hélium et quelques traces de lithium et de beryllium. Les proportions de ces éléments que nous observons aujourd'hui correspondent exactement à ce que prédit la théorie du Big Bang. C'est une confirmation éclatante. Mais il y a quelque chose de troublant dans tout cela. Le Big Bang nous dit que le temps a commencé. Mais il ne nous dit pas pourquoi, ni comment, ni ce qui a déclenché cette expansion. Il nous dit simplement, à partir de ce moment, l'univers était là et il s'est mis à grandir. Si nous voulons vraiment comprendre l'origine du temps, nous devons aller encore plus loin. Nous devons plonger dans les premiers instants de l'univers, là où les choses deviennent si étranges que nos théories actuelles commencent à vaciller. Il existe une limite dans notre compréhension du Big Bang. Cette limite s'appelle le temps de Planck. C'est le plus petit intervalle de temps qui ait un sens physique. Et il est incroyablement court. Un temps de Planck équivaut à environ 5 fois 10 puissance moins 41 secondes. C'est si court qu'il est presque impossible de l'imaginer. Avant que le temps de Planck ne se soit écoulé après le Big Bang, l'univers était dans un état que nous ne pouvons pas décrire avec les lois physiques actuelles. À cette échelle, la relativité générale et la physique quantique, les deux grandes théories qui décrivent respectivement le très grand et le très petit, entrent en conflit. Elles donnent des prédictions contradictoires et nous ne savons pas laquelle croire. Pour comprendre ce qui s'est passé pendant le temps de Planck, il nous faudrait une théorie de la gravité quantique, une théorie qui unirait la relativité et la mécanique quantique en un cadre cohérent. De nombreux physiciens y travaillent. Il existe des tentatives, comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle, mais aucune n'est encore complètement satisfaisante. Le temps de Planck reste donc un mur, une frontière au-delà de laquelle notre connaissance actuelle ne peut pas pénétrer. Mais que pouvons-nous dire de ce qui s'est passé juste après ce premier instant infinitésimal? Eh bien, l'univers était incroyablement chaud, incroyablement dense, et dans un état qu'on appelle une soupe primordiale de particules élémentaires. À ce moment-là, les 4 forces fondamentales de la nature, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, étaient peut-être unifiées en une seule force. En se refroidissant, ces forces se sont séparées, chacune prenant sa propre identité. Dans les toutes premières fractions de seconde, l'univers a subi une phase extraordinaire appelée l'inflation cosmique. C'est une période où l'univers s'est étendu de manière exponentiellement rapide, beaucoup plus vite que la lumière ne peut traverser. En une fraction infime de seconde, l'univers est passé d'une taille subatomique à quelque chose de bien plus grand qu'une galaxie. Cette expansion fulgurante a hérissé l'univers, expliquant pourquoi il est si uniforme à grande échelle et a semé les minuscules variations de densité qui ont plus tard donné naissance aux galaxies. L'inflation est une idée fascinante, mais encore partiellement spéculative. Elle explique de nombreuses observations, mais nous ne comprenons pas encore complètement ce qui l'a déclenché ni ce qui l'a arrêté. C'est comme si l'univers avait été propulsé par une énergie mystérieuse appelée champ d'inflaton, qui a soudain relâché son emprise, laissant l'univers continuer son expansion à un rythme plus modéré. À mesure que l'univers se refroidissait, des particules ont commencé à se former.
D'abord des quarks et des gluons, les constituants des protons et des neutrons. Puis, après quelques microsecondes, les quarks se sont regroupés pour former ces protons et neutrons. Après environ 3 minutes, la température avait suffisamment baissé pour que les premiers noyaux atomiques se forment, principalement d'hydrogène et d'hélium. Mais il a fallu beaucoup plus longtemps, environ 380 000 ans, pour que l'univers se refroidisse assez pour que les électrons se lient au noyau et forment les premiers atomes. C'est à ce moment-là que l'univers est devenu transparent. Avant cela, il était opaque, rempli d'un plasma dense de particules chargées. Après, la lumière pouvait voyager librement. C'est cette lumière que nous détectons aujourd'hui sous forme de fond diffus cosmique. Et tout cela, cette séquence extraordinaire d'événements, s'est déroulée dans un laps de temps étonnamment court, à l'échelle cosmique. En quelques centaines de milliers d'années, l'univers est passé d'une singularité inimaginable à un vaste espace rempli d'atomes, prêts à former des étoiles et des galaxies. Maintenant que nous avons exploré la naissance du temps, penchons-nous sur une autre énigme profonde. Pourquoi le temps semble-t-il toujours aller dans une seule direction ? Pourquoi ne pouvons-nous pas revenir en arrière, défaire ce qui a été fait, rajeunir au lieu de vieillir ? Cette direction du temps, cette asymétrie entre le passé et le futur, est ce qu'on appelle la flèche du temps. Et elle est intimement liée à un concept fondamental de la physique, l'entropie. L'entropie est une mesure du désordre ou de la randomisation dans un système. Selon le deuxième principe de la thermodynamique, l'une des lois les plus fondamentales de la physique, l'entropie d'un système isolé ne peut que augmenter avec le temps. En d'autres termes, les choses ont tendance à aller vers plus de désordre, plus de chaos. Imaginez une tasse de café chaud posée sur une table. Au fil du temps, le café refroidit, perdant sa chaleur dans l'air environnant. L'énergie thermique se disperse, se dilue. L'entropie augmente. Vous ne verrez jamais le café se réchauffer tout seul en aspirant la chaleur de l'air. Cela violerait le deuxième principe de la thermodynamique. L'énergie se répand toujours, elle ne se concentre jamais spontanément. C'est cette augmentation inexorable de l'entropie qui donne au temps sa flèche. Le passé est l'état où l'entropie était plus faible, plus ordonnée. Le futur, lui, est encore ouvert, indéterminé, car il représente l'ensemble des états de haute entropie possibles. Mais voici quelque chose d'étrange. Les lois fondamentales de la physique, celles qui décrivent le mouvement des particules, sont réversibles dans le temps. Si vous prenez une vidéo d'une collision entre deux particules et que vous la passez à l'envers, vous verrez quelque chose de parfaitement conforme aux lois de la physique. Au niveau microscopique, le temps n'a pas de direction privilégiée. Alors, d'où vient la flèche du temps ? Pourquoi l'entropie augmente-t-elle ? La réponse réside dans les conditions initiales de l'univers. Au moment du Big Bang, l'univers était dans un état de très faible entropie. Tout était concentré, ordonné, dans une singularité. Depuis lors, l'entropie n'a cessé d'augmenter. L'univers s'est étendu, les particules se sont dispersées, les structures se sont formées, puis se sont désagrégées. Et ce processus continuera jusqu'à ce que l'univers atteigne un état d'entropie maximale, un état d'équilibre thermique où plus rien ne se passe, où tout est uniforme et froid. Certains appellent cela la mort thermique de l'univers. Mais pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état de faible entropie ? C'est une des grandes énigmes de la cosmologie. Selon les lois de la probabilité,
un état de haute entropie est bien plus probable qu'un état de faible entropie, il y a beaucoup plus de façons d'être désordonné que d'être ordonné. Et pourtant, l'univers a commencé dans un état exceptionnellement ordonné. Pourquoi? Certains physiciens pensent que cela pourrait être lié à la gravité. Dans un univers dominé par la gravité, les états ordonnés et les états désordonnés ne se comportent pas comme on pourrait s'y attendre. La gravité favorise l'agrégation de la matière. Les étoiles, les galaxies, les trous noirs sont des concentrations d'énergie et à mesure que l'univers évolue, ces structures se forment, augmentant en fait l'entropie totale. Mais au début, quand la matière était uniformément distribuée, l'entropie gravitationnelle était faible. Ainsi, la flèche du temps pourrait être la conséquence de la façon dont la gravité structure l'univers. D'autres pensent que la réponse pourrait être résidée dans des théories plus spéculatives, comme l'idée d'un multivers, où notre univers n'est qu'un de ceux qui ont démarré avec une faible entropie, et nous sommes là pour nous poser la question précisément parce que ce type d'univers permet l'émergence de structures complexes, de vie, de conscience. Quoi qu'il en soit, la flèche du temps reste un mystère profond. Elle nous dit que le temps n'est pas seulement une dimension dans laquelle les événements se déroulent, mais qu'il a une direction, une asymétrie fondamentale qui façonne tout ce qui existe. Si le temps dans la relativité générale est déjà surprenant, avec ses dilatations et ses courbures, le temps en physique quantique est encore plus déroutant. La mécanique quantique, cette théorie qui décrit le comportement des particules à l'échelle subatomique, nous dit que les particules n'ont pas de propriétés définies avant d'être mesurées. Elles existent dans une superposition d'états, une sorte de brouillard de possibilités, jusqu'à ce qu'une observation les force à choisir un état particulier. C'est l'effondrement de la fonction d'onde. Mais le temps, dans la mécanique quantique standard, est traité différemment des autres grandeurs physiques. Il n'est pas une variable quantique, il reste un paramètre classique, une toile de fond sur laquelle les événements quantiques se déroulent. Cela crée une tension entre la relativité générale, où le temps est dynamique et flexible, et la mécanique quantique, où il est fixe et absolu. Cette tension devient un véritable casse-tête lorsqu'on essaie de décrire des situations où la gravité et la mécanique quantique doivent être prises en compte simultanément, comme à l'intérieur d'un trou noir ou au moment du Big Bang. Dans ces régimes extrêmes, nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique, mais nous n'en avons pas encore. Certains physiciens pensent que le temps pourrait être une propriété émergente, quelque chose qui n'existe pas à l'échelle la plus fondamentale de la réalité. Selon cette vision, au niveau le plus profond, il n'y aurait pas de temps, seulement des relations entre des événements quantiques. Le temps tel que nous le connaissons émergerait de ces relations, un peu comme la température émerge du mouvement aléatoire de millions de molécules. Cette idée est encore très spéculative, mais elle ouvre des perspectives fascinantes. Si le temps n'est pas fondamental, alors la question de son origine devient différente. Il ne s'agirait plus de savoir quand le temps a commencé, mais comment et pourquoi il émerge de la structure sous-jacente de la réalité. Il existe aussi des paradoxes étranges en mécanique quantique qui semblent défier notre intuition du temps. Par exemple, certaines expériences suggèrent que des particules entrinquées peuvent sembler communiquer instantanément, sans délai, même si elles sont séparées par des distances immenses. Cela semble violer la limite de la vitesse de la lumière imposée par la relativité. En réalité, ce n'est pas le cas, car on ne peut pas utiliser cette entrinquation pour transmettre de l'information plus vite que la lumière. Mais cela montre que les relations temporelles dans le monde quantique sont subtiles et contre-intuitives. De plus, certaines interprétations de la mécanique quantique,
comme l'interprétation des mondes multiples, suggèrent que chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'univers se divise en plusieurs branches, chacune correspondant à un résultat possible. Si c'est vrai, alors le futur n'est pas une ligne unique, mais un arbre ramifié de possibilités. Le temps, dans ce contexte, devient quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une simple progression linéaire. Maintenant, arrivons à la question qui hante l'esprit de nombreux curieux. Y avait-il quelque chose avant le Big Bang? Et si oui, quel sens cela a-t-il de parler d'un avant si le temps lui-même a commencé avec le Big Bang? Selon la relativité générale classique, le Big Bang est une singularité, un point où toutes les grandeurs physiques deviennent infinies et où les lois de la physique s'effondrent. Dans ce cadre, il n'y a pas de avant. Le temps commence à la singularité. Demander ce qui existait avant revient à poser une question sans objet. Mais de nombreux physiciens ne sont pas satisfaits de cette réponse. Ils pensent que la singularité du Big Bang est probablement un artefact de la relativité générale, un signe que cette théorie atteint ses limites, et ils cherchent des modèles alternatifs qui pourraient décrire ce qui s'est passé à ce moment crucial. Une idée fascinante est celle de l'univers cyclique. Selon cette vision, l'univers ne serait pas né une seule fois, mais traverserait des cycles infinis d'expansion et de contraction. À la fin de chaque cycle, l'univers se contracterait jusqu'à un état dense, puis rebondirait dans un nouveau Big Bang, démarrant un nouveau cycle. Dans ce scénario, il n'y a pas de début absolu du temps. Le temps s'étend infiniment dans le passé et dans le futur, marqué par une série de Big Bang successifs. L'un des partisans les plus célèbres de cette idée est le physicien britannique Roger Penrose, lauréat du prix Nobel de physique. Il a développé un modèle appelé cosmologie cyclique conforme. Selon Penrose, à la fin de chaque cycle, lorsque l'univers devient extrêmement froid et dilué, toutes les particules massives finissent par se désintégrer ou tomber dans des trous noirs qui eux-mêmes s'évaporent par radiation de Hawking. Ce qui reste est un univers rempli uniquement de radiation, de photons sans masse. Selon Penrose, un univers sans masse est équivalent mathématiquement à un univers infiniment petit. Il utilise une transformation mathématique appelée transformation conforme pour montrer que la fin d'un cycle peut être identifiée au début du cycle suivant. Autrement dit, notre Big Bang pourrait être la continuation de la fin d'un univers antérieur. Et notre univers, à son tour, pourrait donner naissance à un univers futur. Cette idée est audacieuse et élégante. Elle évite le problème de la singularité initiale en remplaçant le Big Bang par une transition entre deux cycles. Et Penrose affirme avoir trouvé des indices dans le fond diffus cosmologique qui pourraient être des traces de l'univers précédent. Ces indices sont controversés et ne sont pas acceptés par tous les cosmologistes, mais ils soulèvent des questions fascinantes. Une autre approche vient de la gravité quantique à boucle, une théorie
qui tente d'unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Selon certains modèles de gravité quantique à boucle, la singularité du Big Bang est remplacée par un rebond quantique. L'univers, au lieu de se contracter jusqu'à une singularité, atteindrait une densité maximale, puis rebondirait dans une phase d'expansion. Avant notre Big Bang, il y aurait eu un Big Crunch, un effondrement d'un univers antérieur, et ce processus pourrait se répéter indéfiniment. Il existe aussi des modèles issus de la théorie des cordes qui suggèrent que notre Big Bang pourrait avoir été déclenché par la collision de membranes dans un espace à dimension supplémentaire. Dans ce scénario, notre univers ne serait qu'une membrane flottant dans un espace de dimension supérieure, et le Big Bang aurait été causé par la collision de notre membrane avec une autre. Ces idées sont hautement spéculatives et difficiles à tester, mais elles montrent à quel point les physiciens sont prêts à explorer des concepts radicaux pour comprendre l'origine de l'univers. Une autre possibilité, proposée par le physicien Stephen Hawking et son collègue James Hartle, est que le temps lui-même pourrait avoir une structure différente près du Big Bang. Selon leur proposition sans bord, le temps pourrait devenir semblable à une dimension spatiale dans les tout premiers instants. Imaginez la surface de la Terre. Si vous vous déplacez vers le sud, vous pouvez atteindre le pôle sud. Mais une fois là, il n'y a plus de sud. De la même manière, en remontant le temps vers le Big Bang, le temps pourrait devenir une dimension spatiale et la question d'un avant perdrait son sens. Ce serait comme demander ce qu'il y a au sud du pôle sud. La question n'a tout simplement pas de réponse. Toutes ces idées sont encore en débat. Aucune n'est prouvée, mais elles illustrent la profondeur et la richesse de la réflexion scientifique sur l'origine du temps. Ce qui est certain, c'est que la question n'est pas close, et peut-être ne le sera-t-elle jamais complètement. Après avoir exploré le temps cosmique, le temps des physiciens, revenons maintenant à quelque chose de plus personnel, notre propre perception du temps. Le temps que nous vivons, celui que nous ressentons au quotidien, est très différent du temps physique. Il est subjectif, élastique, influencé par nos émotions, notre attention, nos souvenirs. Une heure peut sembler passer en un éclair lorsque nous sommes absorbés par une activité plaisante. Elle peut aussi s'étirer interminablement lorsque nous nous ennuyons ou que nous attendons quelque chose avec impatience. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau construit activement notre perception du temps. Il n'existe pas de récepteur du temps dans notre corps, pas d'organe sensoriel dédié à mesurer les secondes et les minutes. Au lieu de cela, notre cerveau intègre des informations provenant de multiples régions pour créer une sensation d'écoulement temporel. Plusieurs zones du cerveau sont impliquées dans cette construction. Le cortex préfrontal, l'hippocampe, les ganglions de la base. Tous jouent un rôle dans notre capacité à estimer la durée, à anticiper le futur, à nous souvenir du passé. Et cette perception est étonnamment malléable. Par exemple, lorsque nous vivons une expérience nouvelle et intense, notre cerveau encode beaucoup d'informations. En conséquence, lorsque nous nous souvenons de cette expérience, elle nous semble avoir duré plus longtemps qu'elle n'a réellement duré. C'est pour cela que les vacances semblent souvent plus longues en rétrospective, surtout si elles étaient remplies d'activités variées et stimulantes. À l'inverse, lorsque nous vivons une routine, notre cerveau encode moins de détails. Les journées se fondent les unes dans les autres, et quand nous regardons en arrière, le temps semble avoir filé. C'est une des raisons pour lesquelles le temps paraît s'accélérer à mesure que nous vieillissons.
Les années d'enfance sont riches en premières expériences, en découvertes, en apprentissage. Chaque jour est nouveau. Mais avec l'âge, la routine s'installe et les jours se ressemblent. Notre cerveau compresse ces journées similaires et le temps semble passer plus vite. La perception du temps est aussi influencée par notre état émotionnel. Lorsque nous avons peur, par exemple lors d'un accident ou d'une situation de danger, le temps semble ralentir. Notre cerveau entre en mode d'alerte maximale, enregistrant chaque détail, chaque mouvement avec une précision accrue. En réalité, le temps ne ralentit pas, mais notre mémoire de l'événement est si dense que lorsque nous le revivons mentalement, il nous semble avoir duré plus longtemps. Il y a aussi des pathologies qui affectent la perception du temps. Certaines personnes atteintes de schizophrénie rapportent une distorsion temporelle, un sentiment que le temps ne s'écoule pas normalement. Les patients souffrant de dépression peuvent ressentir que le temps traîne, que chaque moment est lourd et interminable. À l'inverse, dans certains états maniaques, le temps peut sembler défiler à toute vitesse. Les substances psychoactives peuvent également altérer notre perception du temps. La caféine, par exemple, peut nous donner l'impression que le temps passe plus vite. Le cannabis, au contraire, peut créer une sensation de dilatation temporelle, où les secondes semblent s'étirer. Ces effets montrent à quel point notre perception du temps dépend de l'activité chimique de notre cerveau. Mais au-delà de ces variations subjectives, il y a une constante. Nous vivons tous dans un présent perpétuel. Le passé n'existe plus que dans nos souvenirs. Le futur n'est encore qu'une projection de notre imagination. Seul le présent est réel, tangible. Et pourtant, ce présent est insaisissable. Dès que nous essayons de le saisir, il est déjà devenu du passé. Les philosophes ont longtemps médité sur cette énigme. Saint Augustin, au IVe siècle, écrivait « Qu'est-ce donc le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Cette tension entre l'intuition immédiate et la difficulté de définir précisément le temps est au cœur de l'expérience humaine. Certaines traditions méditatives, notamment dans le bouddhisme, cherchent à cultiver une conscience aiguë du présent, à vivre pleinement dans l'instant sans se laisser emporter par les regrets du passé ou les inquiétudes du futur. Cette pratique de la pleine conscience peut transformer notre rapport au temps, nous permettant de ressentir sa richesse et sa profondeur, plutôt que de le voir simplement comme quelque chose qui passe et nous échappe. Certains physiciens et philosophes vont encore plus loin et suggèrent que le temps, tel que nous le connaissons, pourrait être une illusion. Selon cette vision, le temps ne serait pas une caractéristique fondamentale de la réalité, mais plutôt une construction émergente de notre conscience et de notre façon de percevoir le monde. À l'échelle la plus profonde de la réalité, il n'y aurait pas de passé, de présent ou de futur. Tout existerait simultanément dans une sorte d'espace-temps figé, un bloc d'espace-temps où tous les événements, passés, présents et futurs, coexistent. Cette idée, appelée l'univers-bloc ou l'éternalisme, est soutenue par la relativité. Selon Einstein, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Dans l'espace-temps de la relativité, tous les événements sont déjà là, disposés comme des points sur une carte. Notre sensation d'un écoulement du temps serait simplement le résultat de notre trajectoire à travers cet espace-temps, de notre voyage, le long de notre ligne d'univers. Imaginez un film. Chaque image du film existe déjà sur la pellicule. Lorsque vous regardez le film, vous avez l'impression que les événements se déroulent, que le temps passe. Mais en réalité, toutes les images sont là, statiques, figées. Votre perception de l'écoulement du temps vient simplement du fait que vous voyez ces images défiler, les unes après les autres. De la même manière, notre univers pourrait être comme cette pellicule,
Et nous, les observateurs, voyageons à travers elle, créant l'illusion d'un temps qui s'écoule. Cette vision est profondément déstabilisante. Elle remet en question notre sentiment de libre arbitre, notre idée que le futur est ouvert et que nos choix comptent. Si tout est déjà écrit dans l'univers bloc, alors notre futur existe déjà et nous ne faisons que le découvrir. Mais les défenseurs de cette théorie répondent que notre expérience subjective de libre arbitre reste réelle, même si, d'un point de vue externe et intemporel, nos choix sont déjà inscrits dans la structure de l'espace-temps. D'autres physiciens, notamment ceux qui travaillent sur la gravité quantique, pensent que le temps pourrait émerger de quelque chose de plus fondamental. Selon certaines théories, l'espace-temps lui-même pourrait être construit à partir d'entités quantiques plus élémentaires, comme des billes d'information quantique ou des réseaux de relations causales. Dans ce cas, le temps ne serait pas une donnée première, mais une propriété émergente de ces structures sous-jacentes. Cette idée rappelle un peu la façon dont la température émerge du mouvement des molécules. À l'échelle macroscopique, nous percevons la température comme une propriété continue et fluide. Mais à l'échelle microscopique, il n'y a que des molécules qui se déplacent. La température est une moyenne statistique de leurs énergies cinétiques. De la même manière, le temps pourrait être une moyenne ou une propriété statistique de quelque chose de plus profond. Si le temps est une illusion ou une propriété émergente, cela ne diminue en rien son importance pour nous. Même si le temps n'est pas fondamental, il structure notre expérience, notre conscience, notre existence. Nous vivons dans le temps, nous pensons dans le temps, nous aimons, nous souffrons, nous espérons dans le temps. Que le temps soit une réalité objective ou une construction subjective, il reste au cœur de ce que signifie être humain. Toutes ces réflexions sur l'origine du temps, sur sa nature, sur sa réalité, nous amènent inévitablement à des questions philosophiques et existentielles profondes. Si le temps a commencé avec le Big Bang, cela signifie-t-il que l'univers a une cause? Ou peut-il simplement exister, sans raison, sans explication? Ces questions ont été débattues pendant des millénaires, bien avant l'avènement de la cosmologie moderne. Les arguments cosmologiques pour l'existence de Dieu, par exemple, reposent souvent sur l'idée que tout ce qui commence doit avoir une cause. Si l'univers a commencé, alors il doit avoir été causé par quelque chose qui existe en dehors du temps, une cause première. Mais les physiciens modernes sont plus prudents. Ils reconnaissent que nos intuitions causales, forgées par notre expérience quotidienne, ne peuvent pas s'appliquer aux origines de l'univers. Dans le régime quantique, par exemple, des événements peuvent se produire sans cause déterministe. Les particules virtuelles surgissent spontanément du vide quantique, puis disparaissent. Peut-être que l'univers lui-même est né d'une fluctuation quantique, un saut spontané depuis le néant. Mais qu'est-ce que le néant? C'est une question encore plus vertigineuse. Le vide quantique, ce qu'on appelle parfois le néant en physique, n'est pas vraiment le néant absolu. C'est un état rempli d'énergie fluctuante, de champs quantiques. Le vrai néant, un état où rien n'existe, pas d'espace, pas de temps, pas de loi physique, est peut-être un concept incohérent. Peut-être que quelque chose existe nécessairement et que le néant absolu est impossible. D'un point de vue existentiel, la question de l'origine du temps nous confronte à notre propre finitude. Nous sommes des êtres temporels. Nous naissons, nous vivons, nous mourons. Notre existence est délimitée par le temps. Et savoir que le temps lui-même a peut-être un début, que l'univers entier a une histoire, nous place dans une perspective cosmique.
Nous sommes des fragments éphémères d'un univers qui s'étend sur des milliards d'années. Et pourtant, malgré cette petitesse, nous sommes capables de comprendre, au moins partiellement, cette immense histoire. Nous pouvons remonter jusqu'aux premiers instants de l'univers, déchiffrer les lois qui régissent le cosmos, imaginer des théories sur l'origine du temps. C'est une réalisation extraordinaire. Nous sommes de la poussière d'étoiles devenues conscientes, capables de contempler les étoiles et de se demander d'où elles viennent. Cette capacité de réflexion, cette curiosité insatiable, est peut-être l'une des choses les plus précieuses que l'univers ait produites, et elle nous invite à une forme d'humilité et d'émerveillement. Nous ne savons pas tout, nous ne comprendrons peut-être pas tout, mais nous pouvons continuer à chercher, à questionner, à explorer les mystères de la réalité. Maintenant que nous avons exploré l'origine du temps, tournons-nous brièvement vers son avenir. Que deviendra le temps dans un avenir lointain? Quel est le destin de l'univers? Selon les observations actuelles, l'univers est en expansion et cette expansion s'accélère. Cette accélération est attribuée à une force mystérieuse appelée énergie noire, qui représente environ 68% de l'énergie totale de l'univers. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est l'énergie noire. C'est l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. Si l'expansion continue de s'accélérer, l'univers deviendra de plus en plus froid, de plus en plus dilué. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres jusqu'à disparaître au-delà de l'horizon cosmique. Les étoiles s'éteindront les unes après les autres à mesure que leur carburant nucléaire s'épuisera. Les trous noirs absorberont ce qui reste de matière, puis eux-mêmes s'évaporeront lentement par rayonnement de Hawking sur des échelles de temps inimaginables. À la fin, dans un futur extrêmement lointain, l'univers pourrait atteindre un état de maximum d'entropie où rien ne se passe plus. Toute l'énergie sera uniformément répartie, diluée dans un espace infini. Il n'y aura plus de gradient de température, plus de structure, plus de vie. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Le temps continuera d'exister, mais il ne se passera plus rien. L'univers deviendra un vaste désert froid et vide. Mais peut-être que ce n'est pas la fin. Certaines théories suggèrent que l'énergie noire pourrait changer de comportement dans le futur, ralentissant ou même inversant l'expansion. D'autres, comme la cosmologie cyclique de Penrose, proposent que la fin de cet univers soit le début d'un nouveau cycle. Il est également possible que notre compréhension actuelle soit incomplète et que des phénomènes que nous ne prévoyons encore viennent changer le destin de l'univers. Quoi qu'il en soit, ces échelles de temps sont si vastes qu'elles dépassent l'entendement. Des trillions d'années, des googolles d'années, des périodes si longues que tous les atomes de notre corps auront depuis longtemps disparu, que la Terre, le Soleil, la Voie lactée ne seront plus que de lointains souvenirs, si tant est qu'il reste quelque chose pour se souvenir. Mais pour nous, ici et maintenant, ces futurs lointains sont abstraits. Ce qui compte, c'est le présent, cet instant fragile et précieux que nous vivons. Et peut-être que contempler l'immensité du temps, son origine mystérieuse et son futur incertain, nous aide à apprécier davantage chaque moment qui nous est donné. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers le temps. Nous avons exploré ses origines. Depuis le Big Bang jusqu'aux premières fractions de secondes de l'univers.
nous avons examiné comment Einstein a révolutionné notre compréhension en montrant que le temps n'est pas absolu, mais relatif, entrelacé avec l'espace. Nous avons plongé dans les mystères de la flèche du temps, de l'entropie et de la direction inexorable vers le futur. Nous avons aussi contemplé les énigmes les plus profondes. Y avait-il quelque chose avant le Big Bang ? Le temps est-il une réalité fondamentale ou une propriété émergente ? Est-il une illusion construite par notre conscience ou une dimension objective de l'univers? Et nous avons vu comment notre propre perception du temps, si subjective et malléable, s'entrelace avec ces questions cosmiques. Toutes ces réflexions nous amènent à une conclusion humble. Nous ne savons pas tout. Le temps reste, à bien des égards, un mystère. Mais c'est un mystère magnifique, un mystère qui nous invite à la curiosité, à l'émerveillement, à la réflexion. La science nous a permis d'aller plus loin que jamais dans notre compréhension du temps. Elle nous a donné des outils pour sonder les origines de l'univers, pour mesurer les distorsions de l'espace-temps, pour prédire le destin du cosmos. Mais elle ne peut pas tout expliquer. Il reste des zones d'ombre, des questions sans réponse, des frontières au-delà desquelles notre connaissance actuelle ne peut pas pénétrer. Et peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que ces mystères sont ce qui rend la quête scientifique si belle, si humaine. Nous sommes des êtres temporels, vivant dans un univers temporel, essayant de comprendre le temps lui-même. C'est un cercle étrange, une boucle réflexive. Mais c'est aussi un acte de courage et d'humilité. Alors, ce soir, alors que vous vous apprêtez à glisser dans le sommeil, laissez ces idées flotter doucement dans votre esprit. Le temps qui vous berce, ce temps qui a commencé il y a 13 800 millions d'années, ce temps qui vous a porté jusqu'à ce moment présent, ce temps qui continuera longtemps après que vous et moi ne soyons plus. Et rappelez-vous que vous êtes une partie de cette grande histoire cosmique. Vous êtes fait d'atomes forgés dans le cœur des étoiles. Vous êtes un instant de conscience dans l'immensité du temps. Et cet instant, aussi bref soit-il, est précieux. Si vous avez aimé cette exploration, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Vos retours sont toujours les bienvenus. Et maintenant, je vous souhaite une belle nuit, remplie de rêves paisibles, peut-être de voyages à travers le temps et l'espace, et de ce repos profond et réparateur que nous méritons tous. Bonne nuit, et que le temps soit douce avec vous.